13h10 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Et une émission consacrée à ce drame. Ce drame en plusieurs actes qui s'est joué cette semaine à Argenteuil. Comment un trio d'adolescents amis depuis la rentrée a basculé dans un règlement de compte mortel. Alisha, victime de 2 de ses camarades de 15 ans, a été attirée dans un guet-apens, battue puis jetée dans la Seine. Dans une heure, une marche blanche s'élancera depuis son établissement scolaire, là où tout a commencé. Alors comment s'est mis en place cet engrenage mortel? Le récit, les explications avec Dominique, avec tous nos invités dans un instant. Mais d'abord, direction Argenteuil pour comprendre ce qui s'est passé avec Marine Scherrer. C'est ici, sur ces bords de Seine, que s'est joué le dernier acte d'un scénario macabre. Un pacte mortel passé entre 2 adolescents, aujourd'hui écroués et qui encourent jusqu'à 20 ans de prison. Lundi, un peu avant 21h, Alisha, 14 ans, est retrouvée morte, noyée. L'adolescente est tombée dans un guet-apens, tendue par 2 de ses amis. Un jeune homme et une jeune fille âgée de 15 ans. Lundi après-midi, les 2 adolescentes se retrouvent sur le quai Saint-Denis. D'abord caché, le jeune homme aurait surgi pour frapper Alisha par surprise avant de la faire tomber. Il lui aurait donné des coups de pied alors qu'elle était au sol, dans le dos et la tête. La victime, à ce moment-là, était encore consciente, elle gémissait, les yeux ouverts. Le jeune homme et la jeune fille auraient alors attrapé la victime pour la jeter dans la Seine en contrebas du quai. C'est un quai très haut en béton. L'adolescent finit par raconter son geste à sa mère. Ils sont partis directement dans la chambre, il s'est changé. Après, peut-être au bout d'1 heure ou 1h30, il est revenu dans la salle et c'est là où il m'a dit la chose, mais j'y croyais pas. Alors que la mère se rend sur le quai, les adolescents, eux, partent chez un ami à Paris. Ils sont arrêtés chez lui à 2h du matin. Un sang-froid, une violence incompréhensible pour les parents d'Alisha. C'était mon cher qu'ils m'ont pris, mon cœur, ils m'ont arraché. Les 2 adolescents ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Une histoire terrible qui nous a tous laissés sans voix. Alors on va essayer de comprendre dans la deuxième partie de l'émission comment des adolescents basculent dans une telle violence. Mais on va d'abord essayer de revenir et de comprendre ce qui s'est réellement passé. Cet engrenage qui a conduit à la mort d'Alisha avec nos invités. Léa Delfoli, bonjour. Vous êtes journaliste Ligne Rouge BFM TV. Vous êtes allé sur le terrain pour BFM tout au long de la semaine. Vous avez rencontré de nombreux acteurs, les parents notamment d'Alisha, les parents de l'un des agresseurs. Vous allez nous en parler dans un instant. Alexandra Gonzalez du service police-justice qui a suivi tout ce dossier est aussi avec nous pour nous aider à comprendre. Et puis Jean-Pierre Belon, on est ravi de vous accueillir. Bonjour, merci d'être là. Vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes ancien professeur de philosophie, directeur du Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Vous êtes aussi le fondateur de l'association pour la prévention du harcèlement. Il en est question évidemment dans cette affaire. Membre du comité d'experts créé par Jean-Michel Blanquer sur le harcèlement. Vous allez nous accompagner tout au long de l'émission pour nous aider à comprendre. D'abord, les faits, c'est ce qu'on va essayer de comprendre, ce qui s'est passé. Léa, vous avez rencontré, je le disais, les parents, la mère du jeune homme qui a agressé, ils étaient 2, un jeune homme et une jeune femme, Alisha. Qu'est-ce qu'on sait du profil de ce garçon? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, sa maman? On sait que c'est un garçon qui est né et qui grandit à Argenteuil. On sait qu'il grandit dans une famille de 7 enfants. Il perd son papa lorsqu'il a 5 ans. Sa mère nous explique qu'il a souffert de cette absence paternelle dans le foyer. C'est un garçon qui a des souffrances. On sait qu'il entre au lycée Cognac-G à la rentrée en septembre. Dans le quartier, lorsque je rencontre les voisins, on me parle d'un garçon réservé, plutôt timide, qui reste souvent dans sa chambre, qui est accro à son ordinateur. Et sa mère aussi me disait que c'était un bon garçon et qu'elle entretenait une très bonne relation avec lui. Et on a vu ces images de cette mère terrible, évidemment partagée, obligée d'appeler la police en sachant ce qu'a fait son fils. Voilà pour le profil de ce jeune homme. Il y a donc une jeune fille associée à tout cela, une 3e jeune fille. Alexandra, qu'est-ce qu'on sait de l'engrenage? Ça va commencer d'abord avec du harcèlement.
Oui, le procureur est revenu un peu sur ce que l'on sait pour l'instant de l'enquête. Ces 3 adolescents se sont connus en septembre dernier, lorsqu'ils rentrent au lycée Cognac-Jay. Le procureur a dit qu'une très brève relation d'une semaine à peine s'est nouée entre la victime et le jeune adolescent, et qu'ensuite, ils se sont séparés, ils ont continué à être amis, et quelques mois plus tard, il a entamé une autre relation amoureuse avec l'autre jeune fille qui est mise en cause également dans ce dossier. Et on ne sait pas encore quelle était véritablement la nature de leur relation entre les 3, mais d'après le procureur, des tensions sont apparues entre les adolescents, et il s'est formé ce couple contre Alisha avec du harcèlement, avec des menaces. Elle avait raconté à ses parents qu'elle se sentait menacée, humiliée par ces 2 élèves depuis la rentrée de janvier. Elle avait d'ailleurs été au commissariat avec sa mère et on sait qu'une photo personnelle d'elle avait été dévoilée par le jeune garçon et avait été diffusée sans son autorisation évidemment sur les réseaux sociaux, sur Snapchat notamment. Et c'est comme ça aussi que se sont vraiment cristallisées les tensions entre eux jusqu'à donc arriver à ce jour où tous les 2 ont fomenté, il y a préméditation d'après le parquet à ce stade, ont fomenté cet acte qui a conduit à la mort d'Alisha. Monsieur Belon, heureusement tous les cas de harcèlement ne vont pas jusque-là, mais le début d'un engrenage qui commence par du harcèlement, par des menaces, par des photos volées, diffusées, c'est un début malheureusement classique de harcèlement? Oui, tout à fait. Il y a toujours dans les phénomènes de harcèlement un phénomène de surenchère. C'est-à-dire ce sont de petites choses qui montent très vite en puissance. Et c'est encore plus vrai dès l'instant où il est question de cyberharcèlement. En une soirée, moi j'ai eu l'occasion au printemps dernier d'expertiser une situation pour la justice suisse où j'ai eu sous les yeux et dans les oreilles les vidéos, les témoignages du groupe Snapchat. Et j'ai vu à quelle vitesse les choses prennent une violence absolument extraordinaire. Donc, en plus, dans ce cas, il y a un phénomène de sexting, c'est-à-dire cette photographie volée. Et on sait, là encore, qu'il y a quantité de situations de sexting qui ont débouché sur des drames, le plus souvent pas sur des suicides, là c'est un assassinat. Mais chez les adolescents, ces diffusions de photos ou de vidéos à caractère intime ont un caractère véritablement explosif. Ça met le feu aux poudres à toute vitesse. Parce que, Monsieur Belon, dans le cadre d'un harcèlement comme ça, d'un cyberharcèlement, en fait, le jeune qui rentre chez lui, même une fois la porte fermée de l'appartement de ses parents, n'est pas à l'abri, parce que ça continue jusqu'au fond de sa chambre quand il ouvre son téléphone et qu'il voit ce qu'on dit de lui, c'est ça, c'est terrible. C'est vraiment la donnée nouvelle du cyberharcèlement, c'est que c'est non-stop, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7, le domicile n'est plus protégé, et comme très souvent ces phénomènes sont des phénomènes de groupe, eh bien le groupe que jadis, quand on rentrait chez soi, on quittait le groupe, groupe classe, le groupe, on l'a. À la maison, il vous suit tout le temps. Il passe les portes de la maison. Et là où ça va plus loin dans cette affaire qui nous concerne, c'est qu'il va y avoir ce guet-apens qui est organisé. Comment ça se passe, Léa ? Exactement. Selon le procureur de Pontoise, d'abord, ce sont des échanges d'SMS qui sont organisés, enfin qui s'échangent entre le couple. Et puis après, la jeune fille demande à Alisha un rendez-vous pendant le week-end dernier. Alisha refuse, elle ne peut pas s'y rendre. Et puis finalement, le rendez-vous est organisé lundi après-midi à la gare d'Argenteuil. Alisha s'y rend, elle rencontre cette jeune fille, elle se rend ensuite vers les quais de Seine. Et puis là, elle discute un moment. Et puis le garçon surgit et puis commence à frapper Alisha. Et puis ensuite, le couple décide de jeter Alisha dans la Seine. Léa, vous avez rencontré les parents d'Alisha. Marche blanche dans 45 minutes maintenant. Comment ils ont découvert et vécu tout ça ? Lorsque j'ai rencontré le papa au lendemain du décès d'Alisha, j'ai vu un papa déboussolé qui ne comprenait pas vraiment ce qui s'était passé la veille. J'ai également vu une famille très soudée, très unie, très solidaire, les cousins, les oncles présents dans la maison. Il faut savoir qu'Alisha, elle est née d'une famille de 4 enfants. Elle a des petits frères et une petite sœur. Elle avait comme rêve de devenir policière. Les parents sont animés par une seule chose. Ils veulent que la justice soit faite, soit rendue pour leur fille Alisha. Ils sont très très dignes, les parents d'Alisha. Très pudiques. Depuis le début, très pudiques. Il y a un cousin qui s'est exprimé dans des termes parfaits. Il y a un personnage qui m'intrigue un peu, c'est le troisième personnage de l'histoire, Théo,
vous en avez parlé, Alisha, vous en avez parlé, et il y a la troisième, la nouvelle petite amie de Théo, dont on a l'impression qu'elle pourrait être un leader ou quelqu'un... C'est comme ça ? Oui, c'est vrai. Alors, Léa a plus enquêté que moi, mais c'est vrai que sur ce profil-là de cette jeune fille, mais c'est la seule pour qui personne ne s'est exprimé. C'est qui cette fille ? Eh bien, d'après la maman du jeune garçon, elle aurait influencé son fils, elle l'aurait fait changer. Il n'était plus le même quand il était avec elle. On a très peu d'informations sur elle. On sait qu'elle a grandi dans le département, enfin dans le Val d'Oise, mais on n'en sait pas grand-chose pour le moment. Quand on entend le récit du guet-apens, Alexandra et le procureur étaient assez affirmatifs dans sa façon de le dire. Il y a eu préméditation. Il y a eu volonté d'aller jusque-là. Ça, c'est la justice évidemment qui tranchera. Mais... Oui, c'est pour ça que pour l'instant, c'est une qualification d'assassinat qui est retenue. Préméditation, le procureur a donné quelques éléments pour expliquer pourquoi c'était cette qualification qui était retenue. Il dit qu'il y a eu des échanges de SMS entre les deux mis en cause dans les semaines qui ont précédé, des échanges dans lesquels il parlait de faire quelque chose à la victime. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais... il y avait déjà une volonté de nuire d'une certaine manière à Alisha. Et puis, il y a ce rendez-vous dont parlait Léa, rendez-vous fixé au dimanche, finalement rendez-vous avorté, rendez-vous fixé au lundi. Et puis, quand ils arrivent à cet endroit que l'on voit sur ces images, le jeune homme qui est caché derrière un pilier, qui surgit et qui frappe Alisha, d'après leur témoignage, d'après ce qu'ils ont pu dire pour l'instant aux enquêteurs. Donc, pour eux, la préméditation ne fait aucun doute. À ce moment-là, ils voulaient s'en prendre à Alisha. Monsieur Belon, tout ça commence et se passe dans un établissement scolaire avant que ça en sorte et que ça finisse sur les quais de Seine. Vous êtes professeur, vous recueillez la parole de nombreux professeurs sur ces affaires-là. On peut ne rien voir, ne pas déceler à quel point ça peut aller dans déjà des violences et des intimidations sur les réseaux sociaux et des difficultés dans les couloirs. C'est trop compliqué de saisir qu'à un moment, ça va vraiment basculer ? Je crois qu'il faut être attentif à tout ce qui se passe dans les groupes d'élèves. Moi, je n'admets plus trop l'argument selon lequel on n'a rien vu. On ne veut rien voir. En France, pendant très longtemps, on n'a rien voulu voir. Ça fait seulement 10 ans qu'on s'occupe des questions de harcèlement. Les pays scandinaves grâce à vous et à votre travail, notamment. Merci. Les pays scandinaves ont commencé dans les années 70. En France, on avait l'impression que c'était un peu comme le nuage de Tchernobyl. Le harcèlement n'avait pas touché nos frontières. On n'a pas voulu voir ce phénomène. Il faut être attentif à toutes les petites choses, en particulier une situation de sexting. Enfin, je reviens encore là-dessus. La photographie, si j'ai bien compris, l'établissement a été informé de la diffusion de cette photographie le 5 février. Donc, il y avait tous les moyens. Il existe aujourd'hui une organisation, une plateforme, Net Écoute, qui stoppe ces photographies. Il suffisait de l'alerter, la photographie était bloquée tout de suite. On a attendu, on a organisé des conseils de discipline, qui d'ailleurs après n'ont pas eu lieu, ont été reportés. On a laissé planer la menace d'une sanction pendant un mois, sans protéger la victime. Il faut bien savoir qu'à chaque fois qu'il y a sanction, et dans le cas présent, il fallait sanctionner, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais à chaque fois qu'il y a sanction, on sait que les victimes sont en grave danger. Donc il était absolument essentiel de la soutenir. Il y a un mot rapidement sur lequel j'aimerais revenir, c'est le remords. Le procureur de la République a dit « ils n'ont pas eu de remords ». Leur avocat, Franck Berton, l'avocat du garçon, dit « c'est absolument faux, il a éprouvé des remords, il a pleuré ». En fait, le procureur dit non, pas éprouvé de remords, parce qu'après ils sont allés casser la croûte dans Paris tous les deux, le garçon et la fille. Est-ce que vous diriez que ça, c'est l'absence de remords, ou est-ce que vous diriez que c'est de l'inconscience adolescente ? Ou une sidération peut-être. Une sidération. Ça peut être aussi un état de sidération de deux ados qui prennent du temps pour se rendre compte qu'ils viennent de jeter une jeune fille de 14 ans dans la Seine. C'est quand même d'une violence assez inimaginable, frappante. assez inentendable. Et ça nous fait un pont vers la deuxième partie de l'émission, parce qu'on va justement essayer de comprendre, est-ce qu'ils ont compris eux-mêmes ce qu'ils faisaient, comment ils ont pu basculer dans une telle violence. On va essayer de comprendre tout ce qui se joue dans ce mécanisme qui a conduit malheureusement à la mort d'Alisha, avec cette marche blanche, on vous le rappelle, qui aura lieu maintenant dans une trentaine de minutes et qu'on va suivre sur BFM TV, marche blanche à Argenteuil en hommage à Alisha. À tout de suite.
Il est bientôt 13h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, nous allons poursuivre notre émission spéciale consacrée au drame d'Argenteuil. La mort d'Alisha, cette jeune adolescente de 14 ans qui a été battue puis jetée à la Seine par 2 de ses camarades de 15 ans. Une marche blanche va débuter dans une trentaine de minutes. On y revient dans un instant. Mais dans l'actualité aussi, on voulait évoquer avec vous ce qui s'est passé dans le 18e arrondissement de Paris à la mi-journée. Un policier qui a tiré sur un homme qui le menaçait à l'arme blanche. Laura Tapiro, vous êtes sur place. Que sait-on exactement de ce qui s'est passé ? Alors vers 11h, rue des Amiraux, dans le 18e arrondissement, un policier en VTT qui était en train de garder les vélos de ses collègues qui étaient en intervention sur un différend familial. C'est à ce moment-là qu'un homme s'est approché du policier et l'a menacé avec une arme blanche, un couteau. Le policier a sorti sa matraque et l'homme a pris la fuite. Le gardien de la paix a ensuite poursuivi l'individu sur plusieurs rues. Arrivé à l'angle rue Championnet, Boisnet et Poissonnière, il voit l'homme se retourner et tenter de lui donner des coups de couteau. Pour se défendre, le policier a fait usage de son arme de service et a abattu cet homme. Une enquête de l'IGPN est ouverte pour déterminer les circonstances de cette utilisation de cette arme à feu. À ce stade de l'enquête, selon une source policière, ce ne serait pas un acte terroriste. Sur place, un périmètre de sécurité a été installé. Plusieurs rues ont été bloquées. Impossible d'y passer en voiture ou à pied. D'ailleurs, la préfecture de police demande aux personnes d'éviter ce secteur. Merci Laura Tapiro pour toutes ces explications et nous reviendrons évidemment largement sur cette information à partir de 14h dans le non-stop. À partir de 14h également, cette marche blanche en hommage à Alisha. Nous allons essayer de comprendre comment 2 adolescents ont pu basculer à un tel point d'horreur dans l'ultime violence. On va en parler avec tous nos invités dans un instant. Nos invités de la semaine, c'est maintenant. L'effroi et l'incompréhension. Comment 2 adolescents de 15 ans peuvent-ils monter un guet-apens pour tuer l'une de leurs camarades ? C'est incompréhensible. L'assassinat prémédité d'Alisha mardi à Argenteuil rappelle d'autres affaires, notamment celle des amants diaboliques de Mourmelon. À chaque fois, une violence incontrôlée, difficile à expliquer. On va donc essayer avec nos invités de comprendre les mécanismes de cette violence. Mais d'abord, le point sur cette direction Argenteuil pour cette marche blanche. Antoine Forestier, vous êtes sur place pour BFM TV. Marche blanche qui va donc débuter dans une trentaine de minutes. Oui, exactement. Le rassemblement a été donné à 14h ici au niveau du lycée Cognac-G où était scolarisée Alisha. Vous le voyez ici, des fleurs ont déjà été déposées par des proches, par des parents avec cette banderole. Hommage à Alisha. Ici, la marche blanche, elle est prévue à partir de 14h dans les rues d'Argenteuil. Le cortège qui se rendra jusqu'au Parc des Berges. Et à ce moment-là, il devrait y avoir une prise de parole de la part des parents d'Alisha qui devraient s'exprimer face à la foule. On attend beaucoup de monde ici. C'est vrai que ce lycée, il compte près de 500 élèves, tous les proches et tous ceux qui veulent soutenir la famille de cette jeune fille. D'ailleurs, une cagnotte a été mise en ligne. Déjà 12 000 € ont été récoltés pour rendre hommage à cette jeune fille. Notamment, cela a permis de financer des t-shirts qui ont été imprimés, des centaines de t-shirts sur lesquels on peut lire « Justice pour Alisha » et « Stop harcèlement ». Marche blanche qu'on va évidemment suivre avec vous, Antoine Forestier, Anthony Brouard, Argenteuil pour BFM TV. Et on va essayer de comprendre sur ce plateau ce qui a pu conduire à un tel acte avec nos différents invités. Jean-Pierre Belon, toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien professeur de philosophie, directeur du Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires, fondateur de l'Association pour la prévention du harcèlement et membre également du comité d'experts créé par Jean-Michel Blanquer sur ces questions de harcèlement. De nombreuses casquettes, mais qui vont nous permettre de comprendre peut-être un peu mieux ce qui a pu se passer. Pascal Neveu, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, directeur de l'Institut français de la psychanalyse active. Et Plana Radenovic, bonjour, on est ravis de vous retrouver. Vous êtes journaliste fait divers, police-justice au journal du dimanche. Vous avez suivi notamment cette affaire. Cette affaire, elle nous laisse tous un peu sans voix. On a tellement de mal à comprendre comment 2 adolescents peuvent, on le disait, on le rappelait en première partie d'émission, organiser un guet-apens, frapper leur camarade, la jeter dans la Seine et ensuite repartir.
Est-ce qu'il y a une explication déjà toute simple? Est-ce que c'est possible de l'expliquer? C'est très compliqué. Ces histoires-là ont toujours existé. On le retrouve même dans la littérature. Quand on prend Roméo et Juliette également, ils étaient très jeunes à cette époque-là. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à ces âges-là, le surmoi, ce qu'on appelle les hautes instances morales, ne sont pas encore totalement équilibré et structuré. Donc, on remet en cause toutes les valeurs sociétales, on remet en cause les valeurs morales de ses parents, l'éducation, etc. Et on est capable du pire. Mais aussi du meilleur, bien évidemment. Il ne faut pas stigmatiser tous les adolescents. Mais c'est un âge extrêmement complexe, très compliqué. Ça n'excuse absolument pas cette horreur. Mais ça peut expliquer, en tout cas, permettre de comprendre pourquoi ils sont dans un déni de la réalité, pourquoi ils s'imaginaient que cette pauvre jeune fille allait pouvoir nager et revenir sur les quais. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas conscience de la vie, de la mort, comme nous les adultes? Totalement. C'est bien une redétermination complète de ce qu'est sa propre vie et dans une confusion mais complète de ce qui nous a été appris lorsqu'on était enfant. Donc on fait tout, on fait n'importe quoi. Certains vont rester extrêmement structurés et d'autres au contraire vont partir dans des comportements totalement, pardon pour le terme, déviants. Une forme d'absence de limite, c'est ce que vous constatez également sur tous ces phénomènes de harcèlement que vous pouvez étudier? Oui, on a un peu l'impression que tant qu'il n'y a pas un adulte qui dit stop, on arrête, on est capable de monter en puissance très loin. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule prévention du harcèlement, c'est l'intervention des adultes. Et l'intervention précoce. Et j'allais même dire ne pas attendre que ça devienne du harcèlement. Parce que tous les autres pays ont trouvé des termes spécifiques pour désigner cette forme de violence à l'école. En France, on parle de harcèlement. Le terme n'est pas très adapté parce que il laisse penser aux adultes de se dire oh quand ils vont voir une chamaillerie entre enfants, entre adolescents, ils vont dire oh est-ce que c'est pas du harcèlement? Et on va laisser faire les choses. Comment on devrait appeler ça alors? Il y a un terme qui est intraduisible en français, qui est le terme mobbing, qui renvoie à l'idée du mob, c'est-à-dire de la foule coalisée qui va tout à coup se mobiliser, l'étymologie est là, contre une cible. Alors ces harcèlements sont des phénomènes de groupe, et je le répète, tant qu'il n'y a pas un adulte qui dit stop, on arrête. Je pense que si on s'imagine qu'il y a comme ça une espèce d'autorégulation qui se ferait chez les adolescents, on se trompe complètement, on se trompe, mais on commet des fautes éducatives graves. Et c'est le rôle des parents, surtout. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des enseignants, c'est le rôle de tous les adultes. Plana, on va parler dans un instant de l'affaire de Mourmelon, mais sur cette affaire aussi sur laquelle vous avez travaillé, il y a eu, et on l'évoquait, un guet-apens. C'est-à-dire que tout ça a été, on se dit, ils n'ont pas conscience, qu'en tout cas, ils n'ont pas de limite, mais ils l'ont pensé, ils l'ont réfléchi. Oui, alors, mais de le penser, ça ne veut pas dire qu'ils avaient imaginé non plus la mort de cette jeune fille. D'ailleurs, c'est l'avocat du jeune homme, Franck Berton, il dit lui-même, quand j'ai rencontré ce jeune homme, je ne voyais pas du tout mon jeune client, commettre ces faits-là. Donc, je pense qu'il y a un engrenage qui se met en place et ils rentrent tous les deux dans cet engrenage, mais sans même se rendre compte de l'issue fatale. En fait, je pense, après, à la lecture de ce qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'à ce stade, à mon avis, il voulait lui donner une bonne correction, mais pas forcément, sans penser forcément à la mort et au fait qu'il ne revienne pas. Ça me fait penser à, justement, dans Mourmelon, l'avocat du jeune homme dans cette affaire-là m'avait dit que son jeune client lui avait dit « Mais nous, en fait, on pensait qu'il allait revenir à un moment. » Un peu comme dans un jeu vidéo où on a plusieurs vies. Et en fait, il était dans un déni de réalité. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur il faudrait qu'un adulte intervienne, justement, le problème dans ces affaires-là, c'est que les adultes sont exclus de ce monde-là, en fait, de ce monde virtuel, de Snapchat. Enfin, je sais pas, mais moi, par exemple, je ne vais jamais sur Snapchat. Je pense que vraiment, c'est très générationnel et les parents n'ont aucune idée de ce qui se trame. Donc, c'est très, très compliqué d'accéder à ça. Et l'école, là, l'établissement scolaire avait réagi. Il y avait un conseil de discipline. Les deux mises en cause, mises en examen aujourd'hui avaient été exclus temporairement. Donc, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais il y a ce monde virtuel où les gens évoluent. En plus, avec le Covid, ils sont beaucoup moins dans le monde réel, beaucoup plus dans le monde virtuel. Donc ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que ça se multiplie aussi en ce moment. Et la question, c'est est-ce qu'ils avaient fait assez? Quand on voit les faits, on se dit non. Ah, très clairement.
Il y a actuellement un plan qui a été mis en place par le ministre Jean-Michel Blanquer depuis juin 2019 et qui prévoit dans un certain nombre d'établissements, pas tous bien sûr, mais on y viendra, je l'espère, de créer par établissement une équipe ressources, c'est-à-dire une équipe spécialement dédiée au traitement des situations. De façon à ce que, lorsque un garçon ou une fille se trouve en difficulté, il est dans l'établissement un référent adulte qui soit là pour le soutenir. Je pense que c'est véritablement ce qui a manqué dans ce cas. D'abord, donc, intervenir auprès des victimes pour les soutenir, ne pas les laisser dans cet état de solitude dans lequel ils sont et qui est terrible. Et deuxièmement, une autre partie de l'équipe qui va intervenir auprès de ceux qui ont pris part à l'intimidation. Ce qui est frappant dans cette affaire, et c'est là où ça nous rappelle celle de Mourmelon qu'on va réévoquer ensemble, c'est qu'il y a des éléments récurrents, et ça va être intéressant de vous entendre, c'est à la fois les relations amoureuses, et c'est en même temps les rapports aux écrans. On est face à des adolescents qui étaient beaucoup sur leurs écrans et sur leurs ordinateurs. Ce sont deux éléments qui existaient dans l'affaire qu'on a appelée les amants diaboliques de Mourmelon. On en avait parlé ici même sur ce plateau avec vous, puisque le procès en appel a eu lieu à la fin du mois de janvier. Un garçon, une fille qui harcèlent et qui vont finir par tuer un jeune homme, Kevin Chavat. Ils ont été condamnés, ces deux adolescents, à 18 et 19 ans de prison. Et les similitudes avec l'affaire de cette semaine sont évidemment frappantes. Marine Scherer. Des adolescents, jusque-là sans histoire, qui basculent dans une violence extrême, préméditée, avec des victimes également très jeunes. Presque 3 ans séparent les décès d'Alisha à Argenteuil et de Kevin à Mourmelon-le-Grand. 2 victimes tombées dans des guet-apens machiavéliques, attaquées par des proches. Pour la mère de Kevin, les circonstances de la mort d'Alisha font écho à celle de son fils. C'est exactement le même scénario que Kevin. Je cherche encore parce que je ne comprends toujours pas pourquoi des jeunes ados, voire futurs adultes, en arrivent à ce point-là, à tuer des gens comme ça pour rien, gratuitement. Des drames survenus sur fond de triangle amoureux. Le 2 juin 2018, c'est l'ex-petite amie de Kevin qui lui donne rendez-vous dans ce parc de Mourmelon-le-Grand. Une rencontre durant laquelle le jeune homme de 17 ans est poignardé à mort par un inconnu, assure alors la jeune fille. C'était un véritable acharnement. Il y a eu plus de 34 coups de couteau. On ne lui a laissé aucune chance. Rapidement, les enquêteurs découvrent que l'agresseur est en fait le nouveau petit ami de l'adolescente, lui aussi âgé de 17 ans, et que le couple a prémédité l'assassinat de Kevin. Je ne peux que m'interroger pour savoir si j'ai, entre de très gros guillemets, de nouveaux amants diaboliques ou si j'ai une logique de bras armés avec une tête criminelle. Fin janvier, les 2 accusés ont été reconnus coupables d'assassinat et condamnés à 19 et 18 ans de prison. Et nous sommes avec Mourad Benkoussa, on vous évoquait à l'instant. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste à Reims, vous avez défendu Adrien, qui a reconnu dans cette affaire avoir tué Kevin Chavat. Votre client, je le rappelais, a été condamné à 18 ans de prison en appel à la fin du mois de janvier. Merci d'avoir pris un peu de temps, parce qu'on voulait avec vous essayer de comprendre ce que vous aviez compris de cette affaire et s'il y avait des rapports forts avec ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous avez été frappé, vous aussi, par ces similitudes entre ces 2 affaires ? Alors... il faut quand même dire que je me garderai bien de faire des commentaires sur ce drame d'Argenteuil, puisque je ne suis pas l'avocat dans ce dossier. Et voilà. Après, je ne peux que vous témoigner de ce que j'ai été amené à faire dans le cadre de la défense du jeune homme que j'ai défendu dans le cadre de l'affaire dite de Mourmelon. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que on est quand même dans les moments très proches des drames s'agissant d'Argenteuil. Et ce qui est important, c'est la prudence dans les commentaires et dans ce qu'on peut analyser à ce stade. Dans toute affaire criminelle, comme vous le savez, il y a des juges d'instruction, on est sur un travail à long terme, il va falloir déterminer un certain nombre de choses, et ça a été le cas s'agissant de l'affaire de Mourmelon. J'écoutais votre documentaire ou reportage à l'instant, je remarque qu'on reprend toujours les mêmes termes. Quand le procureur de la République de Reims a utilisé le terme d'amant diabolique, le dossier a prouvé
qu'on n'était pas face à des amants diaboliques. Donc c'est surtout la prudence qu'il faut retenir à ces stades très très proches des drames en fait. Maître, ce qu'on avait aussi envie de comprendre avec vous, c'est comment votre client vous a expliqué son passage à l'acte. Ça semble tellement incompréhensible. Comment lui, il l'explique avec les années qui sont passées? Alors, ce qui est certain, c'est que le jeune homme que j'ai défendu a évolué entre le moment où je l'ai rencontré pendant la garde à vue et le procès. Il y a eu une évolution notable qui est due à un travail qui a été fait pendant toute la durée de la détention. Et il y a eu aussi ces rapports d'expertise qui sont obligatoires dans les affaires criminelles. Et le jeune homme que j'ai défendu a aussi travaillé sur ses conclusions d'expertise, qu'elles soient celles du psychologue ou celles du psychiatre, parce que ces deux expertises sont des moments forts et en plus il est question de mineurs. Je pense qu'il y a eu un travail de réflexion qui est fait sur ce que les experts ont retenu comme étant des facteurs de passage à l'acte. Il a été dit tout à l'heure, et je ne peux que valider ce que j'ai entendu, on est en train de parler de mineurs, de jeunes hommes qui vivent une adolescence et un moment de leur vie qui est un peu particulier. Ça, c'est un des premiers facteurs. Après, on parle de préméditation. Je ne sais pas si c'est le cas sur l'affaire d'Argenteuil, et une fois de plus, il faut être prudent. S'agissant de l'affaire de Mourmelon, cette préméditation, elle a été retenue. Mais ce que je retiens, moi, des expertises qui ont été faites, c'est que je reprends les termes d'un expert, avec des jeunes qui étaient dans l'inconséquence des conséquences de ce qui avait été projeté. Merci beaucoup, Maître, d'avoir été avec nous pour cet éclairage précieux, pour essayer d'alimenter notre réflexion. L'inconséquence, est-ce que ça peut tenir? Parce que c'était le cas, on en avait parlé dans l'affaire de Mourmelon, on en parle là, de ce rapport qu'ont les jeunes aux écrans, parce qu'on est face à des jeunes qui sont beaucoup sur leurs ordinateurs à chaque fois. Alors, même pas que les adolescents, on l'observe en consultation, moi je l'observe même chez des jeunes qui ont 25, même 30 ans, ils sont hyper connectés. Je vais pas dire qu'ils sont tous en dehors de la réalité, mais en tout cas ça fait partie d'un imaginaire, en tout cas d'un environnement dans lequel ils peuvent sombrer, malheureusement. Nous on est un peu déconnectés par rapport à cela, je vous rejoins avec notre grand âge, mais en tout cas, ce sont des gens qui, à un moment donné, et c'est ça qui est intéressant, ils sont adolescents, il y a un tourment énorme au niveau de leur structuration, de leur développement, mais ce qui est le plus important, c'est s'ils restent connectés à la réalité par rapport au jugement, par rapport aux expertises, comme l'avocat vient de le dire à cet instant. Parce qu'en tout cas, on ne peut pas les condamner à vie. Ils ont fait une énorme connerie qu'ils vont payer mais toute leur vie. Il faut imaginer quand même qu'à leur jeune âge, dans 30 ans, dans 40 ans, ils se rappelleront qu'ils sont des criminels et qu'on les regardera comme des criminels. Et on connaît bien les conséquences, effectivement, de ce genre d'affaires. Les parents d'Alisha qui n'ont plus leur fille, la maman de Kevin qui n'a plus son fils, Madame Chavat, mais aussi parce qu'il faut penser à eux, ces gamins, vous l'avez dit, qui vont sortir de prison. Ils sont en prison à vie, là, de toute façon. Qui vont sortir aux alentours de 30 ou 35 ans, qui ont bousillé aussi la vie de leur famille et de leurs parents. On a la mère du jeune garçon d'Argenteuil, c'est vrai que ce qu'elle vit est épouvantable. Mais il y a une question que je voulais poser, mais peut-être à Planas, il aurait fallu la poser à Maître Benkhoussa, mais quand les procureurs parlent et prennent la parole, le procureur de Reims qui parlait des amants diaboliques dans l'affaire Kevin, le procureur du Val d'Oise, le procureur Corbeau, qui parle d'assassinat et qui parle d'absence de remords, ça oriente déjà le dossier, ça peut poser un problème. On demande aux journalistes d'être très prudents, je pense que nous on est prudents. Là, en l'occurrence, les procureurs tapent fort, non? Oui, en plus, là, pour le coup, dans ces deux affaires, il y a une similitude au niveau de la communication, c'est-à-dire que les parquets tapent très fort, comme vous venez de le dire, et à côté, les avocats de la défense ne veulent pas trop s'exprimer. Franck Berton, il n'a pas envie tout de suite de s'exprimer. C'est les méchants. Voilà, c'est compliqué. Mais le problème, c'est que du coup, on a une disproportion de la parole publique qui est énorme. En fait, là, les amants diaboliques, ça a suivi cette expression, qui est quand même assez bien trouvée, on peut le dire, mais elle a suivi ce dossier jusqu'au bout, alors que en défense, les avocats la contestaient. Et Maître Benkhoussa continue à la contester. Et en tant que journaliste, nous, on a tendance à dire c'est une bonne expression, ça sonne bien. On titre les amants diaboliques. Mais du coup, ça oriente la perception des gens là-dessus. Ouais. On a parlé de ce rapport à la réalité via les écrans. L'autre point commun, c'est évidemment ces relations
amoureuse d'adolescents. Vous parliez de ces photos qui circulent. Ce rapport-là, il est compliqué à cet âge-là. Il génère dans de nombreuses affaires des sentiments de colère, de violence et d'ultime violence comme on peut avoir là. Oui, je me permettrai juste de revenir sur ce qui était dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut surtout pas plaquer sur les enfants et sur les adolescents le vocabulaire de la violence adulte. Ça, c'est on a affaire à des très jeunes gens. Donc parler d'amant diabolique me paraît tout de même un peu excessif, même si la formule peut paraître plaisante. Sur la question de ces rapports amoureux, et j'allais dire de ces flirts high-tech aujourd'hui. Un flirt aujourd'hui, ça passe par des images, ça passe par la diffusion d'images. Et sans doute est-ce un moyen de séduire que d'envoyer des images de soi en tenue légère. Donc la sexualité des jeunes gens aujourd'hui passe par ces images. Mais on sait que dans les situations de sexting, ça engendre alors une violence inouïe, faite de rivalité, de jalousie. J'ai tenté à une époque avec Marie Cartier et Bertrand Gardette de réaliser une enquête sur le sexting. Et on faisait passer une petite vidéo et puis après on discutait avec les classes. C'est inouï la violence qu'on avait, cette espèce de montée en puissance tout à coup en direction non pas de celui qui avait trahi, non pas de celui qui avait envoyé la photographie, mais en direction de la victime, comme si c'était de sa faute. Donc je pense qu'on devrait être dans les établissements scolaires extrêmement attentifs aux situations de sexting. Moi j'ai tendance à dire qu'une victime de sexting est en danger de mort. Il y a une telle violence du groupe à son encontre que ça peut très facilement mal finir. Et on comprend qu'il y a là évidemment des questions très compliquées. Georges Mautron, on vous retrouve, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire LR d'Argenteuil dans le Val d'Oise, là où malheureusement ce drame s'est produit. Cette marche blanche va commencer dans une dizaine de minutes. Dans quel état d'esprit est la ville d'Argenteuil aujourd'hui pour rendre hommage à Alisha ? La ville d'Argenteuil est abattue. Cet établissement fait parler de lui aujourd'hui, alors qu'il était toujours très bien vu dans la collectivité argenteuillaise, alors que l'établissement n'y est pour rien. Et je ne sais pas qui y est pour quelque chose, sinon ces foutus réseaux sociaux qui minent les gens les plus faibles. Donc voilà, oui, Argenteuil est abattu. Jamais il n'y avait eu de soucis autour de cet établissement, autour de ces personnes. Vous n'aviez jamais rien entendu ? Non seulement il n'y avait pas de problème de ce type, il n'y avait pas de problème de discipline autour de l'établissement, mais au-delà de ça, la collectivité travaille depuis longtemps avec l'établissement, puisqu'il forme à des métiers qui peuvent être proches des collectivités. Lorsque nous avions des salons de l'étudiant, des lycéens, on engageait de leurs élèves pour nous aider aux accueils, etc., etc. C'était aussi le cas pour tout ce qui peut être social. Donc voilà, une très bonne liaison avec la collectivité d'Argenteuil. Donc c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé. Et encore une fois, c'est d'une lâcheté épouvantable. La directrice est emmerdée. Elle a beaucoup de mal à s'en remettre, elle aussi, malgré son courage. Monsieur le maire, la marche blanche va commencer. Les parents d'Alisha prendront peut-être la parole s'ils en ont la force à la fin de cette marche blanche. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Oui, ils sont présents, ils sont très entourés. C'est une famille très soudée, une famille remarquable d'Argenteuil. D'ailleurs, la petite était une élève brillante. Et donc c'est pour ça que c'est dommage pour tout le monde, à commencer bien sûr par la famille. Ce sont des gens remarquables que je suis allé voir, très solidaires. Et ils ont dit qu'ils auraient le courage de parler tout à l'heure, mais ce seront les seuls à parler. Celui qui vous parle là ne prendra pas non plus la parole. Et merci d'avoir pris quelques instants pour nous répondre. Merci monsieur le maire, et évidemment on va suivre cette marche blanche en direct sur BFM TV. D'un mot, monsieur Belon, on pense aussi à tous les camarades d'Alisha qui vont devoir aussi vivre avec tout cela. Ça aussi, ça va les porter, il va falloir le gérer. Complètement.
C'est un traumatisme pour tout l'établissement, pour tous les pères qui ont besoin, dans le cas présent, d'un soutien très, très fort, bien sûr. Ces camarades qui seront présents évidemment dans cette marche blanche et qui mettront du temps aussi à s'en remettre. Merci beaucoup à vous trois d'être venus sur le plateau d'affaires suivantes, nous aider à essayer de comprendre l'impensable, l'inimaginable. Marche blanche à partir de 14h dans quelques minutes qui partira de l'établissement d'Alisha jusque sur les quais de Seine, là où elle a perdu la vie. C'est à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'affaires suivantes.